Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des deux diplômes que nous proposons en formation de formateur, à savoir un diplôme universitaire ainsi qu'un master. Ces deux diplômes permettent justement de se former à la formation et ménagent ainsi des belles perspectives de développement professionnel pour les personnels de la mission laïque française. Ce sont deux diplômes qui sont dirigés par Caroline Viriot-Goldel, qui est ici avec nous pour nous les présenter. Et elle travaille donc à l'INSPE de Créteil, Université UPEC. Et je lui cède la parole. Merci Véronique. Bonsoir Véronique, bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Comme Véronique l'a précisé, mon nom est Caroline Viriot-Goldel et je suis donc professeure en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil et à l'INSPE. Et je suis parmi vous au titre de ma responsabilité de la mention pratique ingénierie de la formation et du diplôme et du master dont il sera question ce soir. Voilà, quelques secondes pour que je vous partage mon écran. Ça vient. Et j'y suis presque. Et voilà, donc je vais commencer par vous présenter le diplôme universitaire, le DU, hein, c'est ce que signifie le mot DU, diplôme universitaire. Formation donc de formateur. Alors, Véronique l'a dit tout à l'heure, on a deux diplômes et deux diplômes qui se ressemblent beaucoup. Il y a le master, formation de formateur, et le DU, formation de formateur. Et tout de suite, là, sur cette diapositive, vous voyez une des principales différences entre les deux qui s'affiche bien en dessous, c'est le volume horaire. Donc, vous voyez, dans un cas, on a une année de formation à 258 heures et dans l'autre cas, une année de formation à 145 heures. Donc, le diplôme, c'est un diplôme universitaire qui a pour but de vous apporter des connaissances ciblées dans le domaine de la formation de formateur, de vous permettre une montée en compétences. Et le master, il a le même but, mais il est en plus un diplôme universitaire un peu plus généraliste et plus approfondi, avec donc un volume horaire plus cadré et surtout, on le verra tout à l'heure, la rédaction d'un mémoire de recherche. Donc en gros, c'est la différence entre ces deux diplômes. Alors, si on revient au diplôme universitaire, au DU. Le public qui est visé par ce DI, c'est celui d'enseignants déjà expérimentés. Hein. On ne prend pas d'enseignants débutants, donc d'enseignants qui ont déjà une grande expérience de classe et si possible, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais une expérience de formation d'enseignants. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on prend aussi et on vous aidera à en acquérir une. Donc ces enseignants expérimentés, dans nos diplômes, on a aussi parfois donc des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement. Et le niveau requis est un niveau d'études Bac+3, autrement dit un niveau de licence. Si jamais vous deviez être intéressé par la formation de formateur et ce qu'elle peut offrir comme débouché, comme évolution de carrière, mais que vous n'aviez pas ce niveau d'études Bac+3, à ce moment-là, je vous invite à contacter la MLF et qui nous contactera nous pour mettre en place une procédure de VAPP, donc des validations des acquis de l'expérience pour pouvoir accéder à ce DU sans avoir une licence. Alors, les objectifs sont doubles en fait. Ce DDI doit permettre aux enseignants expérimentés en poste dans les établissements de la mission laïque française d'acquérir des compétences dans l'ingénierie de la formation. Donc, l'ingénierie de la formation, c'est quoi? C'est la capacité à concevoir, ensuite mettre en œuvre et analyser un dispositif de formation. Donc, d'une part, ça c'est un objectif. Et l'autre grand objectif, c'est celui d'acquérir des compétences en analyse des pratiques d'enseignement. Puisque en tant que formateur, vous avez en général ces deux grandes missions qui vous attendent, monter des formations d'une part et accompagner les nouveaux enseignants dans leur prise de fonction et leur permettre d'évaluer
et de se développer, voilà, c'est ce qu'on appelle le développement professionnel enseignant. Donc, ces deux objectifs sont au cœur du DU, formation de formateur. Alors, c'est un diplôme qui est un diplôme par compétences. Donc, on a trois grands types de compétences visées. Alors, les premières, c'est celles qui ont trait à l'ingénierie de formation que je viens d'évoquer. Donc, c'est concevoir, piloter et animer des dispositifs ou ingénierie de formation et mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques dans ces formations. Donc, ce n'est pas le numérique éducatif tel que vous l'utilisez en classe qui nous intéresse là, c'est le numérique éducatif en formation d'enseignants. Deuxième grande famille de compétences, celle liée à l'accompagnement des enseignants dans leur développement professionnel. Donc, conduire, piloter et partager une analyse réflexive sur les pratiques. Donc, c'est une analyse réflexive qui doit prendre appui sur des cadres théoriques solides, qui sont des cadres issus de la recherche scientifique en éducation. Il ne s'agit pas de voir selon votre opinion à vous et votre expérience à vous si une séance est bonne ou pas. On essaye vraiment de vous faire acquérir une série de critères scientifiques pour cela. Et ensuite, c'est contribuer à la transformation en contexte professionnel des enseignants euh, justement à partir de cette analyse réflexive sise sur les pratiques et donc de leur offrir des moyens d'évoluer en tant qu'enseignant. Alors, les enseignements sont répartis en trois UE qui toutes les trois commencent en début septembre et finissent fin juin. Donc, elles s'étalent sur l'ensemble des 2 semestres de l'année universitaire. Donc la première UE, c'est l'UE de projet tutoré. Donc il s'agit de concevoir, mettre en œuvre et évaluer une formation. C'est une UE qui va vous demander un travail collectif. Vous allez vous regrouper en fonction de vos choix, que ce soit un choix lié au niveau d'études, maternelle, primaire, secondaire, ou à la discipline, ou à la formation en fait que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Et ensuite, cette formation, on va vous demander de la mettre en œuvre et de l'évaluer sur votre terrain dans la mesure du possible. Alors, ce sera un travail de groupe. Parfois, elle sera mise en œuvre par l'ensemble des membres du groupe, parfois par seulement un. Ça dépendra donc des conditions de faisabilité de la chose. L'UE2, c'est l'UE qui va vous permettre de mieux comprendre et analyser les pratiques enseignantes. Alors, d'abord les pratiques enseignantes en général et ensuite les pratiques enseignantes utilisant le numérique éducatif. Et ensuite, une troisième UE qui est celle d'accompagner l'individu et le collectif, celle où vous allez apprendre à conduire. Bon, on a appris à observer et analyser dans l'UE2. Dans l'UE3, vous allez apprendre à conduire les entretiens, par exemple, les différents types d'entretiens, mais aussi les entretiens croisés, les mettre en place des analyses et des observations collectives par le biais de lesson studies ou de choses de ce type. Voilà. Donc, accompagner l'individu et le collectif, c'est la troisième UE et elle fait 25 heures. Donc, voilà pour les UE. Alors, je vais vous donner maintenant quelques enseignements relatifs au fonctionnement pédagogique de ce DU. Alors, c'est un DU entièrement à distance. On n'aura jamais l'occasion de se voir autrement qu'en visio. Donc, cette formation à distance comporte d'abord une grande majorité de cours qui sont des cours à distance asynchrones. Alors, ces cours à distance asynchrone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est soit des documents Word ou PDF, soit des PowerPoint sonorisés ou non, soit des petites capsules vidéo et qui sont généralement accompagnées d'activités à réaliser. Par exemple, un article scientifique à lire, un petit QCM pour que vous puissiez vous assurer que vous avez bien compris et retenu l'essentiel de cet article. Et puis pour que nous, de notre côté, on puisse voir que vous continuez à travailler, vous avez lu l'article, vous suivez, etc. Donc ce genre de petites activités ont à la fois un but en général pour le stagiaire et pour l'enseignant. Ensuite, deuxième grande modalité de travail, c'est un travail collaboratif à distance.
que vous serez amené vous aussi à mener dans les différentes UE. Donc, il y aura toujours une part de travail collaboratif où on vous demandera de confronter vos points de vue et assembler vos expériences diverses et variées pour construire ensemble. Vous savez sans doute, vous connaissez sans doute cette doxa pédagogique qui dit qu'il faut mettre les élèves en situation d'apprentissage. Pour qu'ils soient en situation d'apprentissage, il faut les mettre en activité et en situation voilà, de production. Et ben, on fait la même chose avec les enseignants. Vous serez mis en activité dans ce travail collaboratif. Et enfin, un troisième grand mode de fonctionnement, ce sont les classes virtuelles synchrones. Alors, on essaye d'en limiter le nombre puisque vous avez tous un travail, une famille et qu'en plus, on a la problématique des décalages horaires. Donc, heure française, heure espagnole, heure du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, on est en fin d'après-midi quand les cours sont finis. C'est un peu plus compliqué pour tout ce qui est Canada, États-Unis, où là, on se situe en général sur la pause méridienne. Et donc, c'est parfois plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de pause méridienne. Quelque chose de difficile à comprendre pour une Française comme moi. Voilà. Donc, je vous ai parlé de cours asynchrone. Vous disposerez d'un espace numérique de travail qui s'appelle Efrel, qui est fondé sur la technologie Moodle, où vous aurez accès donc aux différentes UE et aux différents contenus d'enseignement, mais aussi aux différentes activités. Donc là-dessus, vous trouverez des forums, des QCM, etc., en plus des contenus de cours. Autre chose qui fait un peu la caractéristique de nos formations, vous aurez un plan de cours détaillé dans chacune des UE en début d'année. Et ce plan de cours vous sera expliqué lors de la première classe virtuelle. Il est détaillé avec les jours de mise en ligne des cours et puis les jours de visio, les rendus de travaux, etc. Les ressources, les modalités d'accompagnement seront détaillées elles aussi. C'est ce qu'on appelle parfois une fiche EC ou un syllabus. Donc, vous avez 3 UE dans le DU, vous en recevez 3, recevrez donc 3. Et voilà. Donc, rapidement, l'équipe sont des formateurs de l'INSPE Créteil. Il y a à la fois des enseignants-chercheurs, mais aussi des formateurs INSPE issus du premier et du second degré. Et puis parfois des super enseignants qui ont la double casquette, qui ont été d'abord enseignants dans le premier ou dans le second degré et qui sont devenus ensuite enseignants-chercheurs. Alors, les évaluations, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le DU, c'est que le DU n'est pas noté. Ça évite les conflits, ça évite la concurrence, ça évite les discussions sans fin sur les modalités d'évaluation. C'est quelque chose qui permet aussi de se lancer dans le travail pour le plaisir du travail. Grosso modo, pour valider votre DU, vous n'aurez pas de notes, mais vous devrez participer et réaliser l'ensemble des travaux. Et si vos travaux ne sont pas d'une qualité suffisante et si on estime qu'ils ne sont pas au niveau du DU, eh ben, on vous demandera de les recommencer jusqu'à ce qu'ils atteignent nos critères et on vous aidera, si vraiment ça vous est très difficile, on vous aidera à les améliorer. Voilà, donc grosso modo, généralement, les seuls échecs qu'on a, ce sont des abandons en cours d'année de stagiaires qui sont débordés, qui n'arrivent pas à suivre le rythme de travail et à s'organiser pour arriver à pouvoir mener à la fois une vie personnelle, professionnelle à l'école et la formation de front. Voilà, donc participation à tous les travaux, et remise, ça veut dire aussi remise bien sûr de tous les écrits, et puis participation aux présentations orales, puisqu'il y a des travaux écrits et des travaux oraux. Voilà. Donc les présentations orales sont généralement des présentations à réaliser en groupe, et les travaux écrits sont plus souvent des travaux individuels. Voilà pour l'évaluation. Enfin, on vous a parlé du master. Alors, certaines de ces UE sont assez proches de celles du master. L'UE 3 est identique. L'UE 1 et l'UE 5 sont proches, mais avec un volume horaire bien moindre pour le DU. Ça veut dire que c'est nettement moins approfondi en DU, mais on vous donnera quand même des équivalences pour ces 3 UE. Voilà, avec, selon les années, la possibilité éventuellement, non, j'en parle pas, ça dépendra de quel DU et de quel master vous parlez. Donc, vous aurez au moins ces ces 3 UE qui seront validés si vous souhaitez l'année suivante ou plus tard passer le master. Donc, vous n'aurez pas à repasser ces UE du DU.
Est-ce que, Véronique, c'est le moment de donner la parole à Corinne ou est-ce que j'embraye sur le master? Bah, c'est bien que Corinne puisse en effet témoigner, étant donné qu'elle a passé ce DU l'année dernière. Il y a 2 ans. Je l'ai eu en Il y a juin 2 ans. 23. D'accord, Voilà. Et d'accord. donc, bonjour Caroline. Du coup, l'UE3 a changé un petit peu, puisque moi, c'était sur les structures organisationnelles et éthiques. Oui, Voilà, donc ça. le DU a changé, effectivement, pour s'aligner sur la nouvelle maquette du nouveau master. D'accord. Très bien. Donc, voilà, je l'ai eu en juin 23, une année riche. Euh, Moi, j'ai souvent été en retard sur le U3, qui était un petit peu complexe à suivre. Voilà, il fallait lire beaucoup de textes institutionnels, c'était un petit peu complexe, mais il y a toujours eu beaucoup de bienveillance. Si on avait un petit peu de retard, si on signalait, voilà, toujours bien de bienveillance par rapport aux formateurs et formatrices. Et c'est vrai que c'est assez riche et les travaux collaboratifs dans les groupes qu'on forme, les groupes de travaux, puisque au début, il y a quelques groupes qui sont imposés, ce qui permet de découvrir un peu les participants du DU, et ce qui permet notamment pour le projet tutoré, quand il faut faire des groupes de travaux, on a appris à se connaître et donc on arrive à faire un groupe qui s'entend bien, où on va pouvoir partager des choses et aller vers voilà, pour le projet tutoré, c'était vraiment bien entendu nous dans le groupe et puis on avait fait quelque chose de très intéressant. Sinon sur le contenu, ben moi je le réinvestis puisque je suis maintenant référente école inclusive et donc j'anime avec mes collègues des formations pour les AESH et AESH enseignants. Donc du coup je réinvestis un petit peu ces notions sur les formations envers les adultes, mais aussi ben donc je fais aussi des petites alors pas forcément formation, moi je parle plutôt des informations sur les outils numériques au sein de l'établissement. Là, un petit peu plus ciblé. Et c'est vrai que avant, je partais toujours de ce que je voulais transmettre au lieu de partir des besoins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi pendant des U. Et voilà, vous parliez du master, pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans. Voilà, c'est pas tout de suite. Voilà, On mais vous attend, vraiment, hein, pas de souci. ouais, vraiment très riche et très intéressant, bien organisé. Voilà, j'ai jamais eu aucun souci concernant les dates des travaux, les rendus. Et puis le fait d'avoir toujours des retours, voilà, les petites visios régulières, justement sur les projets plus longs qu'on doit mener, on a toujours des petites visios intermédiaires pour nous conseiller par rapport au rendu, aux petites productions intermédiaires qui nous aident à aller vers le produit final, on va dire. Voilà. Je sais pas si je Oui, peux et dire. puis c'est Oui. aussi parce que tu as aussi animé une communauté d'apprentissage avec David Bitoun, ton collègue en Ben voilà, j'ai Oui. l'habitude, voilà, j'ai un petit peu l'habitude, voilà, et puis ben voilà, je continue cette année, et c'est vrai que ça aide beaucoup quand on met en place, enfin quand on forme, fait le diaporama ou les activités, c'est vrai que ça aide beaucoup dans le choix de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut transmettre par rapport aux besoins des personnes. C'est vrai que ça aide beaucoup. La façon dont j'abordais les formations envers les adultes a été modifiée, mais aussi la réflexion par rapport à ce qu'on peut faire en classe. Parce que c'est vrai que dans le DU, on réfléchit aussi, puisqu'on analyse des pratiques professionnelles, ça nous fait nous aussi nous remettre en question par rapport à ce qu'on peut faire par rapport aux élèves. Et donc du coup, ça nous aide aussi à évoluer, même si on a énormément d'années d'expérience comme moi. On se remet aussi en question par rapport aux élèves, leur façon de faire, leur façon dont ils fonctionnent, leur motivation, l'étayage, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que on remet aussi en cause un peu nos pratiques pour faire réussir les élèves. Oui, donc endosser en fait un rôle quand même sensiblement différent grâce à cette formation-là. Ben oui, c'est Oui, voilà ce qui me en permet dépit de la d'évoluer aussi, voilà. distance. Voilà, c'est ça. Voilà. Mhm. Eh ben, merci, merci Merci beaucoup, beaucoup, Corinne. Corinne. Ben, je t'en prie, merci bien, Caroline. Alors, je vais embrayer peut-être sur la suite. Alors, présenter donc le master. Voilà, donc le master formation de formateur.
Voilà, je vous l'ai déjà dit, donc une des principales différences se situe au niveau du volume horaire et j'aimerais souligner que ce n'est pas rien. Le DU, quand on travaille, on a une famille, c'est déjà un investissement assez important, mais le master, c'est encore un investissement plus important. Donc, si vous faites ce choix du master, vous aurez des avantages, comme celui de la reconnaissance internationale d'un diplôme de Bac+5 et tout ce que ça peut avoir comme avantage, soit sur vos conditions de travail, soit sur la poursuite éventuelle d'études. Mais ça demande aussi un investissement beaucoup plus élevé au niveau du temps de travail et de l'engagement, des lectures, de l'investissement. Voilà, donc le public peut être le même, sauf qu'il faudrait théoriquement avoir un niveau d'études déjà Bac+4, puisqu'on est là sur la deuxième année du master, qui est un diplôme de Bac+5. Néanmoins, comme pour le DU, des passerelles sont possibles si vous étiez fortement motivé et ne disposiez pas d'un Bac+4. Il serait possible éventuellement aussi de faire une demande de VAPP. Mais néanmoins, attention, il faut quand même avoir un bon background universitaire pour réussir le master avec de bonnes capacités de lecture, d'analyse et de rédaction. Ça veut dire aussi un niveau de maîtrise de la langue française très bon. On a des fois accepté, par exemple, il y a 2 ans, un étudiant qui avait un niveau B2 et ça a été vraiment infernal pour rédiger le mémoire. Donc, pour rédiger un mémoire, il faut de très bonnes capacités rédactionnelles. Et puis, il faut être prêt donc à consacrer davantage de temps et d'énergie encore à cette formation de formateur. Hein, les vacances, les week-ends, etc. Je ne vous le cacherai pas, ça demande beaucoup de travail. Ça apporte aussi beaucoup de satisfaction. Mais voilà, pour s'engager, il faut savoir que c'est du travail. Alors, les compétences visées sont en partie les mêmes que celles du DU, celles liées à l'ingénierie de la formation. Voilà, je ne répète pas. Et celles liées à l'accompagnement des enseignants dans leur développement professionnel. Mais à ces deux grandes familles de compétences, ça s'ajoute, et c'est là le différentiel horaire, une troisième grande famille de compétences qui sont les compétences liées à la recherche et à la communication scientifique. Donc, mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés. Alors, vous allez déjà en acquérir quelques-uns dans le DU, mais vous en acquérerez encore plus dans le master. Et dans le master, vous allez aussi les produire. C'est le but d'un mémoire de recherche. Un mémoire de recherche, c'est choisir une question professionnelle qui vous pose question dans votre contexte d'enseignement actuel, recueillir des données pour répondre à cette question, les analyser, les interpréter et ensuite rédiger un mémoire et le soutenir sur cette question. Donc ça, c'est donc mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés. Et la deuxième, donc mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert des connaissances. C'est ça, hein, le mémoire. Le mémoire, c'est un écrit scientifique. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs noté assez sévèrement, beaucoup plus que les autres UE. Et des fois, parfois, il arrive que les stagiaires se plaignent parce que on note à l'aune des critères scientifiques. Hein, c'est donc construire un mémoire, écrire un mémoire, c'est écrire un écrit scientifique qui respecte un certain nombre de normes et de règles de l'écrit scientifique. Et ensuite, s'engager dans une démarche de développement professionnel, parce que c'est le but du mémoire. À partir de ce moment-là, vous serez vraiment dans cette démarche-là, déjà peut-être un peu dans le DU aussi, mais là encore davantage, avec davantage de clés encore pour continuer à évoluer, à lire, à synthétiser, à réfléchir. Donc voilà pour les compétences. Les contenus sont en partie les mêmes que ceux du DU, d'où l'idée de vous accorder des équivalences. Donc l'UE1 et l'UE5 sont les deux UE de projets tutorés que vous aviez dans le DU, légèrement plus approfondis puisqu'il y a un volume horaire plus important. Les UE2 et les UE6 sont les UE de mémoire. Donc, c'est là que vous allez mettre en place une démarche de recherche. On va d'abord vous apprendre ce que c'est que la recherche en éducation, comment elle se construit, avec quelle méthodologie elle se construit. Et puis, ce sera à vous ensuite de proposer la vôtre. Et ce faisant, vous allez pouvoir suivre aussi les recherches mises en place par vos collègues, les autres stagiaires, et interagir avec eux sur ces recherches-là, leurs hypothèses, leurs méthodologies, etc. Tout ça, ça fait partie de votre familiarisation à la recherche en éducation. On a ensuite, oui, alors les exemples de thématiques de recherche en formation de formateurs.
bah, comment est-ce que l'on peut, par exemple, former les enseignants à l'usage de l'IA en classe? Comment est-ce qu'on peut former les enseignants à la production d'écrits? Ça, c'était le mémoire de Youssef, par exemple, qui avait créé, il y a quelques années, un dispositif de formation en cycle 2 pour faire produire des écrits de contes, donc des écrits narratifs sous la forme du conte aux élèves. Donc, comment accompagner les enseignants débutants? On a plusieurs mémoires qui ont été réalisées sur ces questions-là. Par exemple, comment les accompagner à l'aide de la vidéo à 360 degrés, comment les accompagner à l'aide de tel ou tel dispositif. Les lesson studies comme levier du développement professionnel enseignant, c'est-à-dire comment mettre en place des observations croisées chez vos collègues, chez les collègues, pour et comment les exploiter pour que les enseignants progressent, s'enrichissent et se développent à partir de ces discussions qui suivront les observations des pairs. Parfois, on a des mémoires un peu plus d'inspiration, un petit peu plus sociologique, comme celui-là, par exemple, cartographie sociale des profils d'enseignants du secondaire, le rapport au métier, le rapport au savoir comme marqueur identitaire dans un contexte postcolonial. Alors, ça peut vous sembler abstrait et très sociologique. Il y a quand même une utilité assez forte là-dedans, hein. L'idée, c'était quand même pour l'enseignante qui s'est lancée là-dedans de trouver les points de blocage qu'il y avait dans son établissement à l'homologation pour en faire de son établissement un établissement français à l'étranger. Donc, trouver des blocages, ce qui permet de trouver aussi les leviers qui vont permettre de surmonter ces blocages. Donc, et troisième grand domaine, ça sera l'accompagnement des enseignants, soit les enseignants, qu'il s'agisse des néo-titulaires, des nouveaux enseignants, ou simplement d'accompagner le développement professionnel d'enseignants déjà expérimentés, mais qui peuvent encore améliorer leur pratique. Donc, dans les yeux d'accompagnement, il y en a une qui sera consacrée à l'observation des pratiques en premier semestre, et une autre en second semestre qui sera consacrée à la conduite d'entretien et de dispositifs. Ensuite, oups, désolé, il y a d'autres UE, donc une UE4 qui sera une UE d'anglais et une UE qui sera consacrée aux usages du numérique dans les pratiques de formation d'enseignants. Voilà pour les contenus de formation. Le fonctionnement pédagogique sera le même que celui du DU, hein, cours à distance asynchrone, travail collaboratif à distance et classe virtuelle synchrone, avec en plus l'attribution d'un directeur ou d'une directrice de mémoire qui vous suivra durant toute l'année, lira vos écrits successifs et vous donnera des conseils, des aides et des pistes pour améliorer vos écrits et rendre plus pertinent et plus cohérent votre projet de recherche. Vous aurez accès, pareil, à un espace de cours en ligne, à des syllabus qui vous indiqueront aussi les calendriers, le contenu de chaque cours, les modalités, les ressources et les travaux à rendre. Et enfin, les évaluations en contrôle continu intégral. Ah, malheureusement, adieu l'insouciance du DU. Là, vous aurez des notes et des notes qu'il vous faudra bien accepter. C'est difficile parfois pour certains de passer de la posture de celui qui note et qui donne les bonnes et mauvaises notes à celui qui reçoit et qui est noté, mais c'est nécessaire dans le cadre du master. On n'a pas encore la possibilité de faire des masters sans notes. Et ces notes, vous les aurez, elles seront composées des différents travaux qu'on vous demandera au fur et à mesure de l'année. Il y aura des travaux là, pareil, des travaux écrits ou oraux, des travaux individuels et des travaux en groupe. Et enfin, un mémoire qui constitue une grande partie importante de la note et une soutenance de ce mémoire qui est la partie de notre note orale du mémoire. Voilà. Donc pour l'oral, une note écrite et pour le mémoire, une note écrite et une note orale. Voici pour les évaluations. Sachez qu'il y a 2 sessions là aussi et la possibilité d'améliorer vos productions en deuxième session si elles sont insuffisantes ou si vous avez été empêché de les rendre.
Voilà, je soulignerai, je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répéterai, ça demande un travail personnel très important, il faut le savoir. Et vous trouverez la brochure du M2 avec le détail des contenus sur notre site internet. Voilà, je vous remercie. Et puis avec Véronique et Corinne, éventuellement, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Alors, moi, j'ai des questions dans le chat pour toi, Caroline. Est-ce que c'est un master de recherche ou un master spécialisé? Parce que Yasmina voudrait poursuivre ensuite sur des études doctorales. Oui, alors, deux choses. Je pense que il me semble, hein, mais à vérifier, que cette distinction qui est encore souvent utilisée n'existe plus du point de vue D'accord. universitaire. Donc, c'est un master pratique et ingénierie de la formation. Et comme tous les masters, et c'est un diplôme de Bac+5 qui donne droit, il donne accès aux études doctorales. Alors après, ça ne veut pas dire que vous serez admis en études doctorales, hein. Il y a plusieurs conditions pour ça. La première, déjà, c'est d'avoir réalisé un très bon mémoire. Euh, et la deuxième, c'est d'avoir un projet doctoral qui tienne la route. Et la troisième, c'est de trouver un enseignant qui va accepter d'encadrer votre doctorat. Donc, c'est un peu les trois conditions pour permettre de vous engager en thèse. Mais chaque année, dans cette promotion du master, on a un ou deux étudiants stagiaires qui continuent, qui poursuivent en doctorat. Pas tout de suite l'année suivante, mais voilà. Et puis parfois, il y en a qu'on aimerait voir poursuivre en doctorat, mais qu'on n'arrive pas à convaincre, parce que ça fait énormément de travail. C'est une autre histoire. Je Alors, rajouterai juste d'ailleurs que ouais. depuis cette année, on consacre une visio à la poursuite d'études en doctorat en fin d'année pour donner un certain nombre d'informations à ce sujet à ceux qui sont intéressés parmi les stagiaires du master. Alors, il y a Samia qui demande si on doit faire le DU pour accéder au master. Alors, vous avez la possibilité d'accéder directement au master et vous avez la possibilité de faire le DU, de voir si ça vous convient, si ça vous, voilà, si vous y arrivez, et d'embarquer pour le master l'année suivante ou un peu plus tard. Et à ce moment-là, vous aurez des équivalences dans les yeux Ouais, déjà passés c'est et ça. vous n'aurez pas à les repasser. Donc Ça ça, c'est un évite peu à d'avoir votre le... choix, en Voilà, d'avoir sachant le... que le DU, ça vous permet peut-être d'entrer C'est ça, là-dedans en douceur. c'est ça, exactement. Corinne, tu confirmes? Oui, ben, reprendre l'habitude de lire des textes scientifiques ou autres, de la littérature. On a perdu l'habitude en tant qu'enseignant. Donc, c'est vrai qu'en faisant le DU avant, ça nous met sur la route. Et puis, on voit si on a envie de continuer sur le master. Mhm, Puis mhm. après, il faut voir aussi le temps à y consacrer. Moi, j'ai la chance d'avoir des très grands enfants et qui n'ont plus besoin que je sois à côté d'eux. Donc, sinon, c'est vrai, quand on a une charge de famille, c'est moins évident de consacrer énormément de temps sur le C'est ça. master. Alors que le DU, c'est vrai que on arrive à consacrer du temps globalement. Quand Alors, il Voilà. y a aussi Leslie qui demande si quand on a déjà un master MEF, si on peut être admissible au DU. Oui. L'enjeu étant davantage d'avoir de l'expérience et même. notamment de l'expérience en gestion d'équipe ou en accompagnement de collègues, Caroline. Voilà. Alors, le prérequis minimal, effectivement, pour le DU d'un bac+3, mais on a souvent dans ce DU des enseignants qui sont déjà titulaires d'un master MEF, mais qui veulent se spécialiser en formation de formateurs pour évaluer dans leur mission. Donc, voilà, il y a absolument pas de souci. Après, il faut que la mission laïque française accepte votre candidature. Voilà, en fonction de la lettre de motivation, du CV, de Voilà. la perception de ce qu'est cette aventure de formation de formateur. Voilà, on vous sélectionne. C'est surtout pour aussi nous assurer que vous avez compris l'engagement que ça représente et que vous tiendrez la distance aussi bien pour le DU que pour le master a fortiori. Et puis, il y a une question de Florence qui demande si le DU prévoit également un mémoire et une soutenance. Alors, c'est une question à laquelle j'ai tenté de répondre en début de présentation. C'est une des principales différences C'est ça. entre le DU et le master. Donc, non, en DU, vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas de recherche. Vous serez amené à lire quelques articles de recherche, mais vous n'avez pas de recherche à construire vous-même. Et vous avez moins d'apport sur la méthodologie de la recherche notamment, et donc pas de soutenance. C'est pour ça que c'est une formation plus légère. Le gros différentiel horaire, il est là-dessus, hein, beaucoup.
sur les 60 heures, notamment de recherche en moins déjà. Et Oui, c'est c'est plutôt des synthèses dans des U. C'est et plutôt puis des c'est synthèses, voilà, des écrits, des Voilà. synthèses, mais oui, il n'y a pas projet de mémoire. tutoré quand Mm. même, Projet tutoré, puis des synthèses et des synthèses. à écrire, voilà, sur les acquis. Mais voilà, c'est quand même pas énorme, c'est pas un mémoire de recherche. Mhm, mhm, mhm. Alors, je précise hein, que pour candidater, il faut déjà proposer un sujet Mm. de mémoire pour le master Et un peu de bibliographie. et de la bibliographie, Et c'est absolument. pour ça que je ne postule pas pour l'année prochaine. Donc, ce projet avec la bibliographie, en effet, merci Corinne, Mhm. euh, permet voilà, de compléter la candidature pour le master. Et je dois dire aussi que pour connaître les sujets de recherche des uns et des autres, Caroline a déjà donné plusieurs exemples. Ce master est extrêmement précieux aussi pour le réseau MLF Monde parce qu'il y a des sujets qui sont déblayés, explorés par des personnels en poste qui peuvent ensuite dispenser des formations sur ces thématiques-là. C'est Oui, notamment parfois je le me dis qu'on cas. devrait les exploiter davantage. J'avais eu des Oui, mémoires oui. notamment, par exemple, sur les évaluations nationales dans les écoles Hmm. françaises au Liban, où on reprenait toutes les évaluations nationales des établissements au Liban et on les comparait aux établissements français. Il y avait des tas de choses super intéressantes qui en ressortaient. Et je me disais, on aurait dû exploiter davantage, par Oui, exemple. bah, tu me donneras le nom. Et de mon côté, au moins pour cette année, j'ai répertorié les sujets. Mm. Il y a plein de choses, notamment sur l'inclusion, sur les STIAM également. Et une formatrice qui est encore en cours de Master 2 a assuré des formations sur la production d'écrits et l'intelligence artificielle. Mhm. Et ça a eu grand succès d'ailleurs dans nos réseaux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir Euh, Florence. oui, c'est Maya. C'est Ah, Maya. c'est Maya, Oui, absolument. oui, Pardon. oui. Ça va, c'est pas grave. Je voulais vous demander par rapport au cours. Ça va être donné, par exemple, pendant une journée entière ou bien comment ça se fait? Pour le DU, Pour pour le le master? master. Pour le Pour le master, master. oui. Oui, Non, non. Alors, comme j'ai expliqué, il y a une partie des cours qui est asynchrone. Ça veut dire que vous allez accéder sur la plateforme et vous avez trouvé des documents soit à lire, soit à visionner. Donc ça, c'est une d'accord. grande partie des cours. Ensuite, il y aura une partie des cours, ce sera des travaux à faire en groupe aussi. Et quand nous nous verrons en visio, comme maintenant, donc en réel, ça sera ça, des tranches de 2 heures en fin d'après-midi, donc OK, après l'école. OK. En tout cas, pour vous qui êtes, je suppose, au Liban, Oui, non? et ça, Voilà. oui, oui. Et ça va être précisé à l'avance, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, Alors, vous allez avoir un calendrier de cours dans chaque d'accord, UE, que ce soit pour le DU ou pour le master, où on vous donnera les dates et les horaires des visios. d'accord. Et par rapport au sujet de mémoire, il faut le présenter à une date précise. Alors, Euh, le sujet de mémoire, en fait, oui, devrait oui, être intégré à tous les éléments de la candidature, à savoir le CV, la lettre de motivation, la preuve oui, des oui. prérequis. Oui, Euh, non, et, oui, et tout, je voulais vous, non, je voulais dire par rapport au sujet de mémoire à la fin, yani, c'est-à-dire il faut le présenter en juin, en alors juillet, voilà, en j'allais finir. Donc, ce d'accord, sujet de mémoire, vous le joignez à votre candidature que nous recevons jusqu'au 5 mai 2025. ok, Il faut joindre à votre oui, oui, candidature le sujet jusqu'au 5 mai. d'accord. Et il faut le finir à un temps précis, Alors, c'est juste une proposition de sujet pour montrer que vous y avez déjà un peu réfléchi, que vous avez des pistes de bibliographie, le tout sur une feuille A4. Vous voyez, ce n'est pas plus. d'accord, Mais ok, voilà, c'est un autre moyen aussi de sélectionner les candidats pour voir s'ils se sont déjà projetés, même si voilà, on voit tout de suite que les gens qui ont fait le DU ont un sujet de mémoire beaucoup plus abouti. Bien sûr, parce qu'ils ont eu tout le DU pour y réfléchir. Donc, on peut avoir un sujet qui n'est pas complètement mûr, mais qui montre quand même
un début d'engagement avec des indications bibliographiques. D'accord. Merci. 5 mai. Bon, eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir été là ce soir. Nous restons à votre disposition, donc adresse mail développement.professionnel@mlfmonde.org et je pourrai faire le lien avec Caroline si vous me posez des questions auxquelles moi je ne sais pas répondre. Voilà. Merci beaucoup Corinne d'avoir témoigné. Parfait. Merci à toi Avec Caroline plaisir. pour cette présentation et très bonne Merci soirée à vous. à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au Bonne revoir. soirée.